Pose ce que tu faisais. Ferme les yeux si tu peux. Et avant de respirer, j'aimerais que tu fasses quelque chose d'inhabituel. Observe ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Pas pour le corriger, juste pour l'observer. Est-ce qu'il y a de la tension quelque part ? Dans les épaules ? Dans la mâchoire ? Les mains ? Une légère accélération du cœur, peut-être ? Une pensée qui revient en boucle. Tout ça, c'est de l'activation, de l'énergie disponible. Pas un problème à résoudre, une ressource à calibrer. On va respirer ensemble et à chaque cycle, on va juste observer comment cette activation change. 5 secondes d'inspiration lente par le nez. 5 secondes d'expiration lente par la bouche. Encore inspiration. Expiration. Observe le cœur. Est-ce qu'il a ralenti un peu ? Est-ce que les épaules descendent ? Encore un cycle. Un dernier. Tu peux rouvrir les yeux. Ce que tu viens de faire, observer ton activation et la moduler volontairement par le souffle, c'est la base de la régulation de l'activation. Tu n'as pas éteint l'adrénaline, tu l'as juste recalibré. C'est une nuance capitale. Cet épisode, c'est celui du feu intérieur. Comment l'allumer quand il s'éteint ? Comment le contenir quand il déborde ? Et surtout, comment ne pas le confondre avec quelque chose à combattre ? La semaine dernière, on a exploré la visualisation avec Éric Clavry. On a appris à préparer des images mentales précises pour arriver au départ avec un cerveau qui reconnaît plutôt qu'un cerveau qui découvre. Et puis arrive le jour J. Après des semaines ou des mois de préparation, physique, nutritionnelle, mentale, tu te retrouves sur la ligne de départ. Et ton corps fait exactement ce qu'il est programmé pour faire dans les situations à enjeu fort. Il s'active. Le cœur s'emballe, les mains deviennent moites, le souffle se raccourcit, le ventre se serre, l'adrénaline inonde les circuits. Pour beaucoup de coureurs, c'est le moment où tout peut basculer. Pas physiquement, mentalement. Parce qu'ils interprètent cette activation comme de l'anxiété, comme un signal que quelque chose ne va pas. Et ils dépensent une énergie considérable à essayer de la faire taire, juste avant la course. La régulation de l'activation, ce n'est pas supprimer le feu. C'est décider de quelle façon il brûle. Pour incarner cet outil, j'ai choisi Xavier Thévenard, triple vainqueur de l'UTMB. Un des athlètes les plus titrés de l'histoire du trail. Et depuis 5 ans, aux prises avec la maladie de Lyme. Une épreuve qui l'a forcé à apprendre la régulation de l'activation d'une façon qu'aucun entraîneur n'aurait pu lui enseigner.
Alors son témoignage sur cet épisode est d'une honnêteté rare et d'une utilité directe pour chacun d'entre nous. Si tu n'as pas écouté cet épisode Objectif Finisher, je t'invite à le réécouter. Il est brillant. Pas brillant dans le sens où il éclate les yeux, brillant dans sa force intérieure. Et cette activation, Xavier n'a pas attendu la maladie de Lyme pour l'activer. Il l'avait déjà activé avant, mais l'intérêt dans cet épisode, c'est de comprendre ce processus. Et d'ailleurs pour lui aussi, de pouvoir le conscientiser. Chose qu'on avait fait maintes et maintes fois ensemble sur des sorties à vélo ou en course à pied depuis quelques mois d'ailleurs. Commençons par un constat que la psychologie du sport a formalisé depuis des décennies. Il existe une relation en forme de U inversée entre le niveau d'activation et la performance. Une forme de U inversée. Tu l'as ? C'est ce qu'on appelle la loi de Yerkes-Dodson, du nom des deux chercheurs qui l'ont décrite au début du XXe siècle. Trop peu d'activation, tu es mou, lent, non disponible. Trop d'activation, tu es crispé, inefficace, le cerveau déborde. Et entre les deux, il y a une zone optimale, une fenêtre, spécifique à chaque individu, spécifique à chaque type de tâche. L'enjeu de la régulation de l'activation, c'est d'apprendre à trouver et à maintenir cette fenêtre. Avant le départ, pendant la course et dans les moments de crise. Et la respiration est l'outil le plus direct et le plus puissant pour agir sur cette fenêtre. Voilà pourquoi le système nerveux autonome, celui qui gère le cœur, la respiration, la digestion, la réponse au stress, a deux modes principaux. Le mode sympathique, celui de l'action et de l'alerte. Et le mode parasympathique, celui de la récupération et du calme. En temps normal, on ne choisit pas lequel est actif. C'est automatique. Mais le souffle est le seul paramètre de ce système qu'on peut contrôler volontairement. C'est une fenêtre directe sur le système nerveux autonome. Et quand on respire avec intention, parfois lentement, mais régulièrement, en allongeant l'expiration, on active directement le mode parasympathique. Alors, Stéphane Janson me dirait « c'est plus complexe que ça » ou « plus complexe ». Je te l'accorde, Stéphane. D'ailleurs, tu peux écouter notre podcast Objectif Finisher avec celui qui a créé la Breathing Academy. Désolé pour le Breathing Academy. En 2003, l'erreur et ses collègues ont publié des travaux sur ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Un état de synchronisation entre le rythme respiratoire et le rythme cardiaque, obtenu par une respiration à environ 5 à 6 cycles par minute. Alors, certains en feront 3, d'autres 4. Mais la moyenne est autour de 5. Les résultats sont clairs. La cohérence cardiaque régulière, qu'elle soit de 3, 4, 5 ou 6 cycles, tant qu'elle est régulière, elle améliore la résistance au stress. Elle réduit l'anxiété de performance et elle augmente la clarté cognitive sous pression. 5 à 6 respirations par minute. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. C'est le protocole de base de la cohérence cardiaque. Et c'est ce qu'on a pratiqué ensemble au début de cet exercice. Alors parfois 5 secondes, parfois 7, je te l'accorde. Mais la régulation de l'activation ne s'arrête pas là, pas à sa respiration en tout cas. Il y a un protocole que j'ai appris avec mon préparateur mental de l'époque, Philippe Leclerc, et que j'ai transmis à toute mon équipe avant l'Enduroman. On l'appelle les 4 R. Respiration. Dès qu'une situation de stress monte, la première réponse est toujours respiratoire. Un cycle de cohérence cardiaque, 3 cycles si nécessaire,
C'est le signal envoyé au système nerveux. On ne fuit pas, on ne combat pas, on reste. Deuxième R, le relâchement. Après la respiration, un scan corporel rapide. Où est la tension? Les épaules? La mâchoire? Les mains crispées sur les bâtons? Et le relâchement volontaire de ces zones? Pas une détente complète, juste un desserrement. Libérer ce qui n'est pas utile à l'effort en cours. Troisième R, la reprise de la posture. Le corps parle. Une posture voûtée, la tête rentrée dans les épaules, le regard au sol, c'est une posture de retrait. Elle envoie un signal au cerveau qui la renforce. La reprise de la posture, tête haute, épaules ouvertes, regard qui se lève, inverse ce signal. C'est une micro-intervention qui change l'état mental par le corps. Certains diraient par la chair. Quatrième R, le retour à la réalité. Après les trois premiers, un ancrage dans le présent immédiat. Pas dans la course entière, dans les 10 prochaines minutes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Une action concrète, précise, qui dépend de moi, et moi seul. Le retour à l'objectif processus qu'on a construit en étape 1, en épisode 1. Alors tu pourrais rajouter un cinquième R, parce que si ça ne marche pas après ça, tu peux recommencer. Et ça, c'est la boucle infinie. Alors ces 4 R ou 5 R s'exécutent en 30 secondes au maximum. Et plus tu les répètes, justement, plus tu actives ces systèmes automatiques. Ça devient automatique. Ce ne sont pas des techniques qu'on découvre le jour du départ. Elles s'entraînent comme tout le reste. À chaque moment de stress dans la vie quotidienne. À chaque séance difficile. Jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes. L'équipe de l'Enduroman avait même son propre slogan pour se les rappeler. Il était marqué sur le véhicule qui m'accompagnait. Celui qui s'énerve a perdu. Pas de la sagesse abstraite, un protocole concret. Moindre stress, celui qui s'énerve a perdu. Donc, retour sur soi, il n'y a que toi qui peux contrôler la situation, plutôt que de t'agacer sur ton environnement et les autres notamment. Mon témoin, Xavier. Quand j'ai parlé avec Xavier Thévenard, alors de longues heures, quelque chose m'a frappé, en tout cas dès les premiers instants. Ce n'est pas la façon dont il parle de ses victoires, il n'en parle pas d'ailleurs, c'est la façon dont il parle de ce qui l'active. Il m'a décrit simplement ce qu'il avait appris sur lui-même grâce à un outil qu'on utilise en préparation mentale, les drivers. Ces motivateurs internes qui nous poussent à agir. Il y en a 5 principaux. Fais fort, fais plaisir, dépêche-toi, sois parfait. Et chez lui, un domine tous les autres. Fais effort. Comme il disait, il était élevé, hyper élevé chez moi, il dominait tous les autres. C'est un peu nos motivateurs internes. Et dans une journée, pour que la journée soit réussie et gratifiée, il faut qu'il y ait eu un effort physique. Pour le driver, fais effort. C'est sa source d'activation principale à lui. L'effort physique. Il n'a pas besoin de compétition, pas besoin de regard extérieur, juste l'effort. C'est son carburant inconscient. Et puis, la maladie de Lyme est arrivée. En 2019, 2020, etc. Et avec elle, l'impossibilité de courir. De faire les efforts qui régulaient tout le reste. Son système de régulation principale, sa soupape naturelle, lui a été retirée. Ma valeur refuge n'est plus atteignable. Je ne peux pas mettre le pied sur le bouton boom et ça va mieux. Je décharge ma montée d'hormones en faisant mon sport et faire un effort. Ça n'est plus possible. Ce qu'il décrit, c'est une crise de régulation de l'activation à l'état pur. Pas une crise de performance, une crise d'équilibre. Quand l'outil principal disparaît,
tout ce qu'il régulait remonte. Et ce qui m'a le plus impressionné, et le mot est faible, c'est ce qu'il a fait. Pas de la résignation, une exploration. Il a trouvé d'autres canaux. Par exemple la musique, des morceaux mélancoliques qu'il compose, qui expriment ce que le corps ne peut plus décharger par le sport. Construire sa maison, jardiner un peu, au sens propre d'ailleurs, les stages de trail qu'il organise pour rester en mouvement différemment, moins intensément. Les soirées autour de l'UTMB qu'il n'avait jamais prises le temps de vivre. En 2025, si je ne dis pas de bêtises, il était là, pas pour courir, juste pour vivre ce moment-là, être avec les autres. Il dit d'ailleurs, je me suis adapté aux situations parce que tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui décides encore une fois. Alors, c'est une phrase de trailer. La même philosophie que dans la course, s'adapter à ce qui est, pas à ce qu'on voulait, ni même ce qu'on voudrait. Et chercher dans ce qui est disponible les ressources pour continuer. Et quand il parle de ses courses, de ses 3 UTMB notamment, de sa façon d'aborder la compétition, il dit quelque chose qui résume tout. Je n'ai jamais fixé un objectif de place. Faire les meilleures courses possibles dans les meilleures dispositions avec mes sensations et avoir une courbe des allures assez linéaire avec un maximum de plaisir. Quand on échange tous les deux d'ailleurs, il me dit toujours cette notion de plaisir en toutes circonstances. Le plaisir, ça ne s'achète pas et il est là et on en profite. Alors je ne reprendrai pas ces mots exacts, mais tout tourne autour de plaisir chez Xavier. Et ce plaisir de vivre intensément chaque instant, il n'y a qu'à le suivre sur son Instagram pour comprendre ou ressentir. Alors une courbe linéaire avec un maximum de plaisir, c'est l'activation régulée sur la durée. Ni trop haute, ni trop basse, maintenue dans la fenêtre optimale du début à la fin, le U inversé. C'est ce qui permet de courir 180 km, 190, sans s'effondrer au kilomètre 80 parce qu'on a tout brûlé dans les 20 premiers. Xavier n'a pas appris la régulation de l'activation dans un manuel. Il l'a construite épreuve après épreuve de sa vie, puis il l'a perfectionnée quand la maladie lui a retiré tous ses repères habituels. On a hâte de devoir revenir Xavier d'ailleurs. Mon terrain à moi, l'enduroman. Départ de la nage, Douvres, il est 23h30. Mon équipement enduit de graisse, à traire. Je mets ma combinaison et je regarde la Manche depuis le port, depuis la plage. Il n'y a pas de lune. Au loin, des éclairs arrivent. Le bateau de l'organisation est là, heureusement. Et Edgar, le directeur de course, me prévient. La fenêtre météo est ultra courte. Ultra courte. Si moi je pars, il ne faut pas traîner. Mon niveau d'activation à cet instant est difficile à décrire. 10% de ceux qui tentent la traversée de la Manche y arrivent. Ça met la barre. Donc je pars de nuit, il y a des éclairs à l'horizon, et dans quelques minutes, je vais plonger dans une eau à 14 degrés pour nager 12, peut-être même 15 heures. La plupart des gens imaginent qu'à ce moment-là, je devais être dans un état d'exaltation ou d'angoisse. Ni l'un, ni l'autre. J'étais dans un état de neutralité émotionnelle. Pas d'enthousiasme performatif, pas de peur refoulée, une neutralité construite, volontaire, entraînée, disponible précisément parce que je l'avais pratiquée des dizaines, des centaines de fois avant. Philippe m'avait appris quelque chose d'essentiel sur l'activation. Les émotions négatives sont plus coûteuses que l'effort lui-même. Gérer de la panique, réprimer de la colère, combattre de l'anxiété, ça consomme des ressources que le corps n'a plus pour l'effort réel. La neutralité n'est pas l'absence d'émotion. C'est le refus de laisser l'émotion prendre plus de place que ce qu'elle mérite. Quelques semaines avant, en préparation, j'avais eu un moment particulier. Un entraînement de nage en mer, des conditions difficiles, une peur qui est montée plus vite que prévu,
Et au lieu de la combattre, j'ai appliqué le protocole. Les 4 R. Respiration, d'abord, 3 cycles de cohérence cardiaque, le cœur qui ralentit légèrement, le souffle qui s'allonge. Relâchement ensuite. Les mains qui desserrent légèrement leur emprise imaginaire sur l'eau, les épaules qui descendent d'un cran, reprise de la posture. La tête qui se lève, le regard qui se place à l'horizon plutôt qu'au fond de l'eau. Et le retour à la réalité. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fous là ? Je nage. La technique Forest. Je maintiens mon rythme de bras. Je respire de façon régulière. C'est tout. 30 secondes et l'activation était recalibrée. Ni éteinte, ni débordante dans la fenêtre. Alors, pour l'instant, je ne parle pas du flow. Dans la fenêtre. On verra ça plus tard. Le jour du vrai départ, j'ai appliqué exactement ce protocole. Alors, tout au long de la course, mais particulièrement sur le bateau, dans l'obscurité, pendant que l'équipe finissait les préparatifs. Et ce qui s'est passé quand je suis entré dans l'eau, donc le bateau te dépose au bord d'une plage, je nage jusqu'à la plage, donc là je suis dans l'eau et après il y a le départ officiel. Alors, ce qui se passe là, j'aurais pas pu l'anticiper. Une clarté soudaine, un état de présence total, sans l'encombrement des pensées parasites, sans le bruit de l'anticipation anxieuse. Juste le mouvement, l'eau, le rythme. Ce n'est pas de la méditation, c'est de la performance. Revisiter. Le cerveau libéré de la gestion des émotions a toutes ses ressources disponibles pour l'effort. Et puis il y a aussi eu un moment difficile. Alors 3e heure, par exemple, j'en prends un parmi moultes événements. La nuit, le foie qui commence à saturer, un pic d'inconfort qui s'est transformé et c'est justement après 1 heure de nage et 2 heures dans un capharnaüm puisqu'il y a eu les éclairs, il y a eu l'orage, des creux d'1,50 m, des vagues d'1,50 m, donc c'était un moment extrêmement complexe et là les pensées qui peuvent fuir dans tous les sens et de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, etc. Tout s'y prêtait. Un pic d'inconfort qui se transforme instantanément en pensée catastrophique. Mais l'activation est remontée d'un coup. Dans la mauvaise direction, pas de l'élan, de la panique. J'ai reconnu le signal. Pas parce que j'étais calme, parce que je l'avais répété assez de fois pour le reconnaître même dans l'inconfort. Il fait nuit, ça fait 3 heures que je nage, il y a eu la tempête, etc. Et je vous explique pas, à un moment donné, enfin je vous le dis, je vous l'explique pas, je vous le raconte. Le bateau, je ne le vois plus. Et là, gros coup de stress, puisque je cherche le bateau dans le noir, et moi, j'ai juste une petite lupiote derrière mon bonnet pour qu'ils puissent me voir, et moi, je les vois plus. Donc si je les vois plus, et d'un seul coup, je les vois au loin, ils sont à plus de 50 mètres, j'imagine à peu près, je me dis quoi là ? Bah qu'ils me voient pas. Et s'ils me voient pas et qu'ils me perdent, je vais mourir. Je ne serai pas le premier, ni le dernier d'ailleurs. J'ai eu cette pensée, évidemment. Mais la réaction, puisque des dizaines, des centaines d'heures à pratiquer les 4 R, eh bien là, qu'est-ce que je peux faire d'autre que ça ? Rien d'autre. 30 secondes, 4 R, et tu continues. Évidemment, la suite, je me suis rapproché du bateau et le bateau s'est rapproché de moi. Mais dans ce stress-là, les pensées étaient extrêmement déstabilisantes et le mot est très faible. Il y a quelque chose que je veux dire aussi sur le vélo. Les 300 km de Calais à Paris après la nage, parce que c'est là que la régulation de l'activation prend une dimension différente. Après 15 heures dans l'eau, le corps est épuisé, mais il est encore dans un état d'activation résiduelle. Le stress de la traversée, l'adrénaline de l'arrivée, en France, la conscience que le record est à portée, tout ça crée une forme d'excitation qui ressemble à de l'énergie, mais qui n'en est pas. C'est un piège classique dans l'ultra longue distance. On se sent soudainement mieux, on veut accélérer, rattraper le temps, prouver quelque chose, sans s'en rendre compte. Et on brûle les dernières réserves cognitives dont on va avoir besoin dans les prochaines heures. 5 heures, 10 heures, 15 heures, voire plus. La régulation de l'activation à ce stade, c'est aussi savoir reconnaître l'activation trop
trompeuse. Celle qui ressemble à de la forme, mais qui est juste de l'adrénaline de fin d'épreuve, ou voire de milieu d'épreuve. Et choisir délibérément de rester dans la fenêtre, pas de l'enthousiasme, pas de la prudence passive, la fenêtre, c'est comme ça qu'on arrive à Paris, avec encore assez de ressources pour réaliser ce qu'on vient de vivre. Alors, les enseignements et les bénéfices, je t'en délivre 3, écoute bien. Premier enseignement, l'activation n'est pas l'ennemi. Alors ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Le mauvais calibrage l'est. Le stress du départ, l'adrénaline avant une course importante. Combien de fois j'entends des gens dire « mais j'ai besoin de cette adrénaline pour être au top ». Bah oui, t'en as besoin, mais c'est une fausse croyance. Ce sont des signaux que ton corps se prépare à quelque chose d'exigeant. C'est exactement ce qu'il doit faire. Le problème n'est pas l'activation, c'est quand elle sort de la fenêtre optimale, dans un autre sens ou dans l'autre. Xavier court ses meilleurs UTMB dans cet état d'activation calibré. Ni surexcité, ni éteint. Une courbe linéaire, un maximum de plaisir. C'est l'activation au service de la performance. Pas en guerre contre elle. Deuxième enseignement. Connaître son mode de régulation principal et en avoir un de secours. Xavier régule par l'effort physique. C'est son driver dominant. C'est une force jusqu'au jour où ce mode n'est plus disponible. La maladie lui a appris la leçon la plus difficile. Un système de régulation qui n'a qu'un seul canal est fragile. Identifie ton mode principal, l'effort physique peut-être, ou la musique, le silence, la conversation, l'écriture, et identifie un second canal, pour les jours où le premier n'est pas disponible, avant que la situation ne t'y force. Troisième enseignement, les 4 R s'entraînent à froid pour fonctionner à chaud. Comme le self-talk, comme la visualisation. On n'improvise pas un protocole de régulation dans le pic de stress d'une crise au kilomètre 100. On le répète dans les moments difficiles de l'entraînement, dans les situations de stress au quotidien, jusqu'à ce qu'il devienne automatique. La prochaine fois que quelque chose te stresse, pas forcément en course, dans la vie, applique les 4 R. Respiration, relâchement, reprise de la posture, retour à la réalité. Et répète. 30 secondes et observe ce qui change. Les bénéfices concrets. Alors, quels sont-ils ces bénéfices? Une meilleure gestion des départs. Le départ est le moment d'activation le plus difficile à gérer dans un ultra. Combien de fois ceux que je coach me le disent d'ailleurs, surtout quand on démarre l'accompagnement. Trop d'excitation, on part trop vite, on brûle les réserves. Pas assez, on est froid, on manque d'élan. Un protocole de régulation préparé change radicalement l'expérience des premières heures. Alors je fais une dédicace à tous ceux que j'accompagne parce que je pense qu'ils vont se retrouver là-dedans, et pas que là d'ailleurs. Une résistance accrue au pic de stress en course. Deuxième bénéfice. Les pics arrivent. Une chute, une erreur de navigation, un ravitaillement raté, la météo qui change brutalement. Avec un protocole rodé, ces moments restent des incidents, pas des catastrophes. Le cerveau sait quoi faire. Il le fait. Tu pourras penser à moi dans ces moments-là quand j'étais au milieu de la Manche en pleine nuit, complètement isolé. Et une meilleure récupération entre les épreuves. La régulation de l'activation ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée. Un système nerveux qui sait redescendre après un effort intense récupère plus vite, physiquement et mentalement. La cohérence cardiaque pratiquée régulièrement améliore la qualité du sommeil. Elle réduit le cortisol chronique et prépare mieux le corps aux efforts suivants. Je voudrais terminer avec quelque chose que Xavier a dit sur l'adaptation. Pas sur la course, sur la vie. Quand je lui ai demandé comment il avait traversé ces 5 années de maladie, il a répondu sans chercher ses mots.
Je me suis adapté aux situations parce que tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui décides. C'est une phrase de trailer. C'est une philosophie de vie. L'adaptation n'est pas de la résignation. C'est la reconnaissance lucide que certaines choses ne dépendent pas de nous et que l'énergie dépensée à les combattre est de l'énergie qui manque pour ce qui dépend de nous. La régulation de l'activation, c'est ça, dans sa forme la plus profonde. Pas la maîtrise de tout, la maîtrise de ce qui peut l'être. Et la capacité à lâcher le reste sans s'y épuiser. On arrive au milieu de cette série, 5 épisodes, les fondations et la préparation. Les 5 suivants vont aller dans le cœur de la course, les outils qu'on utilise quand on est vraiment dedans. La semaine prochaine, Diego Pazos. Gestion de l'attention. Parce qu'après avoir calibré l'activation au départ, il reste une question. Où tu mets ton regard pendant les 100 km qui suivent, voire plus. Diego a une réponse qui m'a surpris par sa radicalité. Il court souvent sans montre, sans cardio, sans données. Et il est dans le top mondial. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une stratégie d'attention délibérée. On va comprendre pourquoi. À la semaine prochaine.